voici de retour sur le papier peint après les différents métiers qui sont déjà passés en revue par mes collègues carreleurs, charpentiers, plombiers et autres. Je vous accueille ici pour une spécificité sur le papier peint. Pourquoi le papier peint? Comment le papier peint? C'est quand même une longue histoire de l'aménagement et de la décoration intérieure des appartements ou autres châteaux. Le papier peint peut être considéré comme remontant au Moyen Âge. Nous n'avons que peu d'informations sur sa véritable naissance, mais on peut quand même supposer que ce sont les Chinois qui, à peu près au milieu du Moyen Âge, ont commencé de créer des estampes qu'ils plaquaient sur les murs pour pouvoir donner un petit peu d'animation et décorer ces fameux murs. Ensuite, ces dessins sont arrivés en Europe, et là, c'est au milieu du XVIIIe siècle que quelqu'un, en l'occurrence M. Lefrançois, a eu l'idée de créer un décor qui pouvait se transporter et se reporter sur les murs, mais d'une manière répétée. Donc, création du papier peint tel qu'on peut se l'imaginer aujourd'hui au milieu du XVIIIe siècle. Donc, c'est plutôt les Anglais qui prennent possession de la fabrication du papier peint avec des effets et des longueurs adaptés à la demande. Le papier peint est davantage utilisé en Grande-Bretagne, puisque là, on a su mettre en application cette façon de faire pour décorer les pièces, et évidemment, après quelques essais, c'est en France que redevient la fabrication importante du papier peint. Lors, c'est grâce aux établissements Zuber, créés par M. Zuber au début du XIXe siècle, qu'apparaît vraiment le papier peint tel qu'on peut l'imaginer aujourd'hui. Il apparaît surtout par des éléments décoratifs dits panoramiques, qui en réalité étaient faits pour remplacer les grandes tapisseries murales habituellement créées par les Gobelins ou Aubusson. Il fallait trouver quelque chose d'assez élégant, joli évidemment, mais qui n'atteignait pas le coût de ces tapisseries très longues à concevoir et évidemment très chères. Lors donc, c'est la société Zuber qui se met à diffuser ces éléments dits panoramiques. Dans ces panoramiques, on retrouvait différents paysages consacrés à des thèmes précis, comme la conquête de l'Amérique, scènes de chasse également pour ce qui était des pays européens, et puis des choses un peu exotiques concernant l'Asie et les pays du sud-est asiatique. On reviendra avec plus de précision sur ce travail du panoramique qui est en lui-même un métier particulier dans le papier peint. Aujourd'hui, et depuis 150 ans, on utilise des papiers peints faits d'une manière industrielle, toujours afin d'économiser et de créer un décor à moindre prix. Industrialisation pour réduire les coûts et fabrication donc du papier peint en grande série. Il fallait créer un dessin susceptible d'être répétitif, ce dessin étant reporté sur un cylindre d'impression qui, en tournant
sur un rouleau de papier peint en étaler les différentes couleurs pour arriver à faire un rouleau en général d'une dizaine de mètres. Les dessins avaient soit un raccord droit, surtout au début de la création, parce que c'était assez facile de faire des dessins relativement réguliers. Vous en avez ici un exemple, grâce à ces petits motifs-là, qui se reportaient d'une manière régulière. On appelle ça un raccord droit. Plus compliqués sont arrivés les décors avec un raccord sauté. C'est-à-dire que sur une largeur de lait, un lait étant une bande de papier peint sur lequel on a dessiné le modèle choisi, cette largeur de papier peint correspondait au début de la création à 52 ou 53 cm. Donc, on créait un raccord sauté qui, d'un lait à l'autre, devenait légèrement supérieur, légèrement inférieur, légèrement supérieur, légèrement inférieur. De ce fait, on avait ainsi la possibilité de créer un dessin beaucoup plus grand et beaucoup plus important que par un décor droit où le dessin se retrouvait d'une manière très régulière. Certains papiers peints, en particulier la fabrication anglaise de la fin du XVIIIe, ont permis d'avoir des dessins particulièrement grands parce que, exécutés sur des laits qui faisaient 80 cm de large et qui avaient un raccord sauté de 90 à 96 cm. Cela permettait ainsi de créer un dessin assez ample. En voici l'exemple, ce grand dessin que l'on appelle Perse, à cause de cette branche, ce ramage qui monte progressivement sur toute la hauteur du lait. Bien souvent, ces papiers dits perses étaient utilisés dans les cages d'escalier, de façon à mettre en rapport la grandeur du dessin, surtout avec un raccord sauté, et le volume de la pièce, en l'occurrence une cage d'escalier. Autre caractéristique du papier peint, on a parlé de l'industrialisation afin de réduire les coûts, mais il y avait également des économies sur l'épaisseur du papier peint. Il est évident qu'au début du XXe siècle, soit juste après la Première Guerre mondiale, soit un peu avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il était très difficile de faire des papiers peints avec des grammages assez importants. Et bien souvent, on se retrouvait avec des choses très très fines qui étaient particulièrement difficiles à poser, évidemment, parce que la colle les transformait plutôt en serpillières et ça devenait très délicat de les dérouler sur un mur, si tant est en plus que le mur fasse plus de 2,50 m, ce qui était forcément le cas au début du XXe siècle. Alors, puisqu'on est dans des papiers légers, on peut remarquer que même au début du XXe siècle, alors que les gens n'étaient encore pas très fortunés, mais on faisait quand même des efforts sur les papiers peints et leur ensemble, je vais dire. Vous pouvez remarquer ici ce papier que l'on situe dans les années 30, accompagné d'un faux uni, lequel faux uni était destiné bien souvent à habiller l'intérieur des placards. Et un vieux poseur de papier de mes connaissances m'a expliqué l'autre jour que c'est grâce à l'habillage
de ces placards que l'on apprenait aux apprentis à poser du papier dans des conditions difficiles, et après avoir posé tout un placard, les tasseaux et les dessous de tablette compris, on pouvait déjà penser que ce jeune apprenti possédait toutes les qualités pour faire un bon poseur de papier peint, parce que c'était particulièrement compliqué. Voilà, une petite parenthèse sur le métier. Nous avons donc évoqué les papiers et leurs raccords, raccord droit, raccord sauté, la largeur des laits, qu'est-ce qu'était un lait. Maintenant, nous arrivons sur des papiers peints dits spéciaux. Ces papiers peints dits spéciaux sont, à mon avis, plus représentés par la paille japonaise. Cette création qui, comme son nom l'indique, provient de l'Asie du Sud-Est, était faite d'une manière très artisanale, à savoir sur une largeur de papier, un lait, qui en général faisait 6,60 m ou 7,75 m, 80 ou 90 cm de large. Sur cette bande de papier, on disposait d'une manière juxtaposée un nombre incalculable de pailles de riz que l'on venait de couper dans les rizières, comme son nom l'indique, et ils étaient collés et cousus sur ce papier. Une fois que ces milliers de petites brindilles étaient posées, juxtaposées dans le sens de la largeur, on déroulait entièrement ce morceau de papier, soit sur ces 6,60 m, soit sur ces 7,75 m, pardon, et on lui apportait une teinture. Là, on utilisait toute la gamme de la création pour teindre et donner des couleurs bien souvent chatoyantes à cette paille japonaise. Ce papier, qui était réservé à une certaine clientèle, parce qu'il était quand même assez onéreux, avait pour lui ses défenseurs et ses détracteurs. Parce que le fait que ce travail soit fait d'une manière artisanale, manuelle, faisait que, entre deux laits, la couleur, voire le dessin, la position des brindilles était différente, ne se raccordait pas, et de ce fait, laissait apparaître tous les laits posés sur le mur. C'est ce qui, pour ceux qui aimaient ça, en faisait sa classe et sa beauté, et pour ceux qui n'aimaient pas, et qui en étaient les détracteurs, faisait que c'était inacceptable. Outre la paille japonaise, au début de l'intervention, je vous ai expliqué que le papier peint était né, si l'on peut dire, en Chine. Et ces papiers spéciaux dont on parle actuellement, la paille japonaise, entre autres, et ce papier dont je vais vous parler maintenant, arrive aussi, curieusement, de l'Asie du Sud-Est. On peut donc parler d'un travail plus particulièrement accompli dans cette région du globe. Encore une fois, comme pour la paille japonaise tout à l'heure, avec l'utilisation de la paille de riz, sur cet exemple-là, les végétaux sont utilisés par collage et par écrasement. En l'occurrence, ce sont des mousses végétales qui, après séchage, sont disposées sur un papier, sur une largeur de papier, sur un rouleau de papier, collé donc, et écrasé. Quelques heures plus tard, lorsque la colle a bien séché, on
apporte les coloris par tâche qui, apparemment posées d'une façon inattendue, sont quand même faites avec réflexion pour présenter quelque chose d'assez coordonné et élégant. Sur celui-ci donc, encore du végétal, collé, écrasé. Poursuivons avec les papiers spéciaux, cette fois en venant découvrir une fabrication beaucoup plus européenne, à savoir le papier peint dit velours. Technique très particulière de ce papier peint. On avait un papier avec un fond uni, première impression. Sur ce papier déjà imprimé par une première passe, on faisait une deuxième impression avec simplement un jet de colle. Cette colle était disposée pour faire le dessin que l'on avait choisi. Sur ce papier, par exemple, sur cet exemple, il s'agit de rayures. On remarque la régularité des rayures, évidemment, et comme explication, la colle était déposée par la machine d'une manière régulière pour créer ces rayures. Une fois la colle étalée, avant qu'elle ne sèche, d'une manière mécanique, au bout de quelques années, mais d'une manière manuelle à la création de ce papier, c'est-à-dire au milieu du XXe siècle, on saupoudre avec une poudre le papier peint qui a reçu la colle, ce qui fait que cette projection reste à l'endroit où il y a eu la colle, à savoir les rayures que l'on voit ici. C'est relativement facile à expliquer. Ce qui était beaucoup plus difficile, c'était de le faire sécher. Parce que, évidemment, une fois que l'on avait velouté le papier, on ne pouvait pas l'enrouler immédiatement. Il fallait donc des séchoirs qui faisaient au moins la longueur du rouleau, au moins 10 mètres de long, de façon à ce que ce papier puisse sécher pendant 24 heures à plat. C'est au bout de ces 24 heures que l'on pouvait l'enrouler, le stocker pour le vendre. Donc, une main-d'œuvre conséquente et de ce fait un prix important. Autre utilisation du papier peint, le panoramique. Le panoramique, comme j'ai pu vous en parler un peu plus tôt, a été créé par la maison Zuber, disons dans la partie moyenne du XIXe siècle. On a donc, grâce à un ensemble de laits, recréé un certain nombre de paysages, de scènes de la vie courante, de conquêtes et autres destinations lointaines, des ensembles donc de laits qui, posés les uns à côté des autres, recréaient un ensemble et un seul et même décor. Il était impossible de changer l'ordre des laits, car pour réaliser cet ensemble, on suivait un ordre chronologique donné par le fabricant. La caractéristique du panoramique, Zuber en particulier, est la multitude de pièces nécessaires à sa fabrication. Pourquoi ?
Il faut dire que chaque élément de décor d'un panoramique, la moindre feuille, la moindre fleur, un personnage, son chapeau, son cheval, son arme, chaque élément était auparavant sculpté à l'envers sur une pièce de bois, laquelle pièce de bois recevait une couleur et était reportée à la surface du lait pour entamer une partie du dessin. L'ensemble de toutes ces pièces de bois, juxtaposées les unes avec les autres, installées de telle façon que l'on créait un dessin, une plante, un arbre, un animal, un personnage, cet ensemble de pièces de bois était en moyenne entre 400 ou 500 unités pour un seul panoramique. Il faut dire que pour créer un élément décoratif, il y avait autant de pièces de bois que de dessins et de couleurs. Sur un même dessin, il pouvait y avoir 3 couleurs. Sur ce même dessin, il fallait donc 3 pièces de bois sculptées. Ce travail colossal, et qui a été réalisé donc au départ par des sculpteurs sur bois pour créer le dessin, était également un savoir-faire extraordinaire des ouvriers qui mettaient en place et qui faisaient la création de ce panoramique. Il fallait évidemment que toutes les pièces soient posées avec minutie, à un endroit précis et avec la couleur définie. En attendant, bien évidemment, que la couleur précédente soit sèche pour pouvoir reposer la deuxième et la troisième par la force des choses. Ces gens qui avaient le savoir et qui pouvaient créer de telles œuvres d'art, ces gens étaient surtout basés à Rixheim, à côté de Mulhouse, avec comme encadrement cette société Zuber qui possédait tous les éléments nécessaires, toutes les pièces de bois nécessaires à l'exécution d'un panoramique, lesquelles étaient stockées par ordre et par panoramique. On peut donc aujourd'hui découvrir au musée du papier peint et également aux établissements Zuber, qui sont toujours en activité, toutes ces pièces qui, pour l'instant, sont encore utilisées pour la restauration de monuments historiques qui avaient déjà utilisé tel ou tel panoramique au siècle dernier et qui, par la force des choses, s'étant usés et abîmés, on les remplace par le même parce qu'on est capable de retrouver le même grâce au stockage des établissements Zuber. Et aussi, évidemment, soit par certains richissimes américains ou russes, mais également dans les pays de l'Asie du Sud-Est et aussi au Moyen-Orient. Il est évident qu'un tel travail coûte un certain prix et que ce panoramique est quand même réservé à une clientèle très spécifique. Cela dit, c'est quand même un travail que l'on peut considérer comme chef-d'œuvre et qui mérite pratiquement une exposition à lui tout seul. Nous avons ici au musée du bâtiment le catalogue qui remonte à peu près aux années 50, 60, 1950, 1960 de la maison Zuber où sont repris bon nombre des panoramiques que l'on peut encore
refaire exécuter grâce à la conservation de tous ces éléments, pièces de bois sculptées dont je vous parlais tout à l'heure. Une petite parenthèse, le bureau, enfin un des bureaux de la Maison Blanche aux États-Unis est recouvert par un panoramique de la Maison Zuber qui a pour titre « La conquête des États-Unis », vous n'en douterez pas. Nous avons ici une photographie représentant un panoramique réalisé chez un particulier. Ce panoramique est composé de 10 laits complémentaires les uns aux autres, dont on peut voir la complexité et le nombre important de couleurs. Ce panoramique est nommé Isola Bella et à lui tout seul possède 453 pièces en bois pour réaliser et les dessins et la couleur. Nous voici donc arrivés à la fin de cette causerie sur le papier peint. On a donc fait un tour sur les différents types de papier peint, leur création, leur utilisation. Et nous profitons de notre exposition sur un papier peint créé encore une fois par la maison Zuber dont on a parlé tout à l'heure avec les panoramiques, parce qu'ils sont aussi capables de créer ou de recréer par rapport à des éléments et des documents précis tel ou tel papier qui leur est demandé. En l'occurrence, ce papier créé à la construction de l'Opéra de Vichy, c'est-à-dire au début du XXe siècle à la fin du XIXe, ce papier peint a été refait tel qu'à l'identique en 1995 lors de la restauration de l'Opéra de Vichy. En parlant de ce papier, donc, on évoque le problème, qui n'était pas un problème, mais enfin une manière de travailler sur la pose et la préparation de la pose d'un papier peint. Il y a quelques minutes, je vous ai exposé les différents types de papier peint et certains, à raccord, avaient également ce qu'on appelait des émargures. L'émargure étant un petit bord qui permettait au lait de gauche de recouvrir l'émargure du lait de droite et ainsi de suite. Ce recouvrement avait un effet un peu disgracieux parce qu'il représentait une petite boursouflure à chaque largeur de lait, mais au début de l'utilisation dite industrielle du papier peint, il était ainsi. À partir d'un rouleau de papier dont l'émargure était nettement supérieure à ce que l'on utilisait, à ce qu'on pouvait utiliser normalement, il fallait faire l'opération dite d'arasement, c'est-à-dire retirer à la largeur du papier peint une bande de papier non imprimée et qui n'était pas utile à la pose du papier, non seulement pas utile, mais aussi inutile. Alors, grâce à cet outil que l'on appelle le sabre et à une règle métallique que voici, placée sur le rebord de la table à tapisser, on recrée entre ces deux parties, entre ces deux lames, celle du sabre et la règle métallique, on recrée un grand ciseau
puisque en glissant l'un contre l'autre, on arrivait à couper le papier. Lorsque les deux émargures étaient ainsi alignées, on encollait la face arrière du papier peint et on pouvait procéder à sa pose grâce à la brosse à tapisser. Auparavant, on avait encollé le mur avec la brosse à encoller et l'arrière du papier, le dos du papier avec la colle et aussi la même brosse à encoller. Il fallait utiliser le fil à plomb de façon à ce que on pose son lait de papier d'une manière parfaitement verticale et qu'à la fin de notre panneau de mur, celui-ci soit exécuté d'une manière parfaite. Nous avons donc fait un tour d'horizon, peut-être un peu succinct, mais qui permet quand même d'aborder les différentes époques et les différents matériaux ou façons de faire du papier peint afin de réaliser des décors simples ou somptueux à l'intérieur de nos maisons et de nos grandes propriétés.